Bienvenue à une autre édition de 103% Golf. Stéphane Blanchette ici au micro. Je suis en compagnie toujours de Marco Bérubé. Comment vas-tu, Marco? Je vais très bien. Oui. En forme exemplaire. Tu engranges l'énergie solaire que la température nous donne ces temps-ci. C'est merveilleux. Oh que oui, on en profite au maximum. Ça fait assez longtemps qu'on l'attend, fait qu'on est super content. Donc aujourd'hui, un peu le même scénario que d'habitude, c'est-à-dire on va parler d'actualité. Donc tu vas te pencher sur les jeux c'est-à-dire les matchs qu'il y a eu pour la PGA et puis le DP World Tour. Et aussi, on va faire un petit tour au Québec parce que j'ai eu l'occasion d'aller couvrir le tournoi Duc de Kent au Royal Québec. Super. Puis ensuite? Ensuite, on va parler du Royal Québec, parce que tant qu'à être allé là, on va parler de ce terrain-là qui est un terrain magnifique, que je pourrais quasiment dire que c'est un patrimoine. Et qui est un terrain qui fait partie de la NPTG, aussi, il faut le mentionner, puisque c'est un des partenaires de l'émission. Et en dernière partie d'émission aussi, je me suis posé la question, parce que comme j'ai couvert le Duc de Kent, qui était le tournoi amateur de jeunes et tout ça, je me suis posé la question, comment qu'un jeune Québécois peut faire pour accéder à la PGA? Puis je vais décortiquer ça pour les auditeurs. J'ai hâte d'entendre ça parce que j'ai l'impression que c'est pas simple. Mais non. Je me trompe peut-être. Non, tu as totalement raison, c'est pas très... le pire, c'est que c'est simple, mais très compliqué. En même temps. C'est comme un millefeuille. Il y a plusieurs couches. Et voilà. Donc, on va écouter un petit peu de musique, puis on revient tout de suite après avec 103% Golf ici au FM 103.3. À tout de suite. Nous voici de retour après un petit peu de musique franco comme on aime en jouer ici au FM 103.3. Alors, on commence avec le premier volet de l'émission qui est l'actualité. Tu choisis de nous parler du DP World Tour ou bien de la PGA en premier? On va commencer par le tournoi de la PGA. C'était le John Deere Classic à Silvis en Illinois. Un tournoi qui était un peu beige, je vais le nommer comme ça, oui. Parce que le joueur le mieux classé était Chris Gotterup, qui est 12e mondial. Les 11 autres n'étaient pas présents parce que le week-end prochain, c'est le Genesis Scottish Open en Écosse et après ça, je pense que c'est l'Omnium britannique. Donc, il y a beaucoup de bons joueurs qui ont juste laissé tomber ce tournoi-là pour tout de suite aller en Europe et se préparer. Fait que c'était pas un tournoi qui était très, très relevé. Tu sais, quelqu'un qui regarde le tournoi, qui connaît pas nécessairement le calendrier, il se dit, pourquoi qu'il y a si peu de joueurs connus là-dedans? Et c'est Chris Gotterup qui l'a gagné. Ce qui est intéressant, puis c'est ça que je trouvais vraiment le fun, c'est que il est parti à 5 coups de retard sur le leader dimanche, et il a joué une ronde de 62. Sans un seul bogey. Fait qu'il a joué une dernière ronde absolument magnifique, ce qui lui a permis de remporter le tournoi. Et je me posais la question parce que je me disais, dans le top 20, là, je pense qu'il y avait 2 joueurs du top 20 qui étaient présents, dont Chris Gotterup. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi lui, il participe puis les autres ne participent pas? En plus que Chris Gotterup a gagné déjà des tournois cette année. Donc, il n'était pas dans un enjeu de « je dois absolument rapporter de l'argent, gagner des points ou tout le kit ». Il est en bonne position pour le classement FedEx et tout le kit. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand Chris Gotterup est sorti du collège en 2022, John Deere lui a donné une exemption pour qu'il participe au tournoi John Deere. Parce que les commanditaires fonctionnent beaucoup comme ça, c'est qu'ils ont des droits d'exemption de dire « ce tournoi-là, moi, je veux que mon joueur aille jouer et tout ça ». C'est ça. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait son premier top 5 sur la PGA au John Deere Classic de 2022. Et ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il revient jouer le John Deere tout simplement par reconnaissance et par gratitude de dire « s'il ne m'avait pas donné l'exemption, peut-être que mon chemin aurait été différent. » Oui, tout à fait. C'est ça. Fait que, tu sais, même s'il y a des commanditaires hyper prestigieux, il dit « j'aime ce tournoi-là parce qu'il a été bon pour moi dans ma carrière et tout ça. » Puis je trouve ça le fun quand on parlait des joueurs de golf qui font preuve d'humilité, mais ça, c'est un bon exemple. Donc, il a gagné et il a dû attendre parce que lui, il a terminé et tu avais Ben Coles qui est arrivé au 18e trou. Il était à égalité à Gotterup. Fait que là, est-ce qu'on s'en va en prolongation ou pas? Il a envoyé sa balle dans l'eau et tout s'est réglé à partir de ce moment-là.
Mais ce qui est intéressant là-dedans, puis moi, c'est ça que j'aime un peu du golf, parce que, tu sais, je peux te dire -3, -4, bogey, par, ça revient un peu du pareil au même. Moi, j'aime ça voir les histoires derrière. Mais en fin de semaine, le caddie régulier de Gardner, qui est Brady Stockton, ben, il était pas là. Parce que, pas lui, là, mais sa femme venait d'avoir un bébé. OK. Et, indirectement, mettons. Indirectement. Et Gardner, il a demandé à son petit frère Patrick de le remplacer. Okay. Fait que c'était son frère qui était le caddie. Et c'était le fun parce que son frère Patrick a été son caddie sur le Corn Ferry. Et là, finalement, ben, lui, il a continué sa carrière et tout ça. Donc, on l'a vu après ça quand ils ont appris la victoire parce que lui, il est en train de se réchauffer pour voir est-ce qu'on allait en prolongation et tout ça. Fait que là, c'est les deux frères en larmes qui se sont enlacés et tout le kit. Fait que j'ai trouvé que ça avait été une belle histoire malgré un tournoi un peu beige. Fait qu'on essaie de voir le bon truc là-dedans. C'est sa 3e victoire en 2026. Il a gagné le Sony Open, il a gagné le Waste Management et il vient de gagner le John Deere. Il est égalité avec Matt Fitzpatrick pour le plus de victoires individuelles cette année. C'est son 4e titre PGA dans les 12 derniers mois. Il a gagné le Scottish Open en 2025, qui va avoir lieu la semaine prochaine. Donc, il va aller défendre son titre. Et il est maintenant au 7e rang mondial. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Mais la deuxième plus belle histoire, parce que je garde la meilleure histoire pour la fin, c'est dans le DP World Tour. Donc, le DP World Tour qui a eu lieu et le gagnant a été Michael Holick. C'est un gars de 39 ans et il a gagné le tournoi en faisant un eagle au dernier trou pour se permettre de remporter. Puis c'est un eagle de 20 pieds. Là. C'était pas un eagle de tap-in et tout ça. Et là, tu te dis, c'est le fun. T'sais, il a gagné l'équivalent d'à peu près 700 000 $ canadiens. Et en gagnant ce tournoi-là, ben là, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il est exempté sur le DP World Tour jusqu'à la fin de 2028. Donc, il vient de protéger son statut pour 2 ans. Il est rendu au 25e rang pour le Race to Dubai. Puisqu'on avait vu la semaine passée, le DP World Tour, il y a des finales. C'est les 25 meilleurs qui vont. Donc, pour le moment, il est qualifié. Il a passé du 348e rang au 148e rang mondial. Il vient d'être confirmé pour le Genesis Scottish Open cette semaine et pour le British Open dans 2 semaines. Donc, ça vient de changer sa vie, OK? Mais ce qui est super intéressant, puis c'est ça l'histoire que je trouvais le fun, c'est que ce gars-là, il a joué professionnel pendant quelques années et en 2022, il a arrêté. Il a dit, c'est trop tough. J'ai une femme, j'ai des enfants, ça coûte trop cher, je ne suis pas capable d'y arriver, puis tout le kit. Et il est devenu coach de golf. OK. Il a fait ça pendant 4 ans. Et après 4 ans, il a dit, tu sais, peut-être que je pourrais recommencer et tout ça. Fait que là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé dans le Sunshine Tour, un petit circuit sud-africain et tout ça. Il a grimpé petit à petit. Il a gagné sa carte du DP World Tour à la fin de 2025. Et là, quelques mois plus tard, ben, il est champion du DP World Tour. Il s'en va au Scottish Open. Fait que tu sais, moi, c'est ces histoires-là qui me font triper, de dire que ce gars-là, il avait tout abandonné, il a décidé de recommencer, puis aujourd'hui, ben, sa carrière, elle vient de partir, puis on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter, parce qu'on a une question de confiance et tout ça. Mm-hmm. Puis on le sait qu'aussitôt que tu commences à jouer des tournois majeurs, comme le Scottish Open, ben, il va faire de l'argent, là. Je veux dire, tout le monde fait de l'argent dans ce contexte-là. Mm-hmm. Et là, les commanditaires et tout ça. Et il est assuré de jouer sur le DP World Tour pour au moins 2 ans. Fait que ça, c'était une histoire que je trouvais super intéressante, super inspirante et tout ça. Mais l'exploit de la semaine, c'est l'exploit d'Antoine Jasmin. Un jeune garçon, je dis garçon, là, de 20 ans, parce que c'était le tournoi amateur du Duc de Kent. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'au Québec, on a ce qu'on appelle la triple couronne pour les amateurs. Mm-hmm. On a le tournoi du Duc de Kent qui est à Québec. On a ensuite le Alexandre de Tunis qui est à Ottawa, qui est en train de se jouer en ce moment. Et ensuite de ça, on a le tournoi amateur masculin, qui est comme la finale. Et si tu gagnes les 3, ben, tu rentres dans un club select dans l'ordre du mérite de j'ai gagné la triple couronne. Eh bien, moi, j'étais là la semaine passée. Mm-hmm. Donc, tu te souviens, après l'émission, je suis parti puis je suis allé couvrir l'événement. Et je t'ai raconté l'histoire avant qu'on enregistre et tout, mais la deuxième ronde a commencé
et Antoine Jasmin était à +2. OK? Le meneur était à -5, donc il y avait 7 coups de retard et tout ça. Et moi, je suis allé là avec mon fils et on pouvait voir les résultats en ligne. Donc, on a vu les départs, on est allé jouer au golf, on est allé dîner, tout ça. Et ensuite, je demande à mon fils, je dis, peux-tu regarder sur l'application en ligne qui est en tête? Et là, il me dit, c'est Antoine Jasmin. Je dis, il me semble qu'Antoine Jasmin, il était loin dans le classement et tout ça. Finalement, je regarde et il avait une ronde spectaculaire. Donc, on est retourné au terrain de golf pour voir sa fin de ronde. Il a joué -12 lors de son match de mardi. Il a battu le record du terrain et il a gagné le Duc de Kent à 3 coups d'avance sur son plus proche poursuivant. Donc, il a commencé à 7 coups de retard, il a fini à 3 coups d'avance et j'ai eu l'occasion de pouvoir lui parler. Et ça a été... C'est drôle parce que tu parles avec ce jeune-là, puis il m'a dit tout simplement, il dit, j'ai commencé les 5 premiers trous, j'ai fait 5 birdies. Puis là, il dit, je me suis dit, ça va bien. On va continuer à viser des drapeaux et tout ça. Puis finalement, il a fini avec une ronde de -12. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a battu le record du parcours au Royal Québec pour un tournoi du Duc de Kent. Il a battu le record de la ronde la plus basse de l'histoire du Royal Québec. Et il a égalisé le record de 134, ces 2 rondes cumulées ensemble, qui avait été établi par Mathieu Perron en 2013. Donc, il a battu 2 records, puis il a égalisé un record dans une seule ronde. Et en ce moment, là, on n'a pas encore les résultats du Alexandre de Tunis, mais il est en tête au Alexandre de Tunis. Donc, dans sa quête de la triple couronne, il est déjà dans une bonne voie. Fait que je voulais partager cette information-là parce que je trouvais ça fascinant de voir des jeunes de 18, 19, 20, 21 ans avec autant de talent au Québec. Puis, je pense que tu mentionnais aussi que le détenteur original du record de ce terrain-là était présent lors de... Parce que dans le fond, quand tu fais le Duc de Kent, il y a 2 gagnants, OK? Il y a le gagnant du tournoi en tant que tel, et ensuite, il y a le trophée André Gagné. André Gagné, qui est un monsieur qui est membre au Royal Québec et qui a joué le tournoi du Duc de Kent 55 fois de suite, OK? Il l'a gagné 3 fois et c'est lui qui avait le record de la meilleure ronde avant qu'elle soit battue par Antoine Jasmin. Donc, on avait le détenteur du record et le nouveau... Et c'est ça. Et ça s'est partagé et tout ça. Donc, ça fut un beau moment. Puis c'est le fun parce que, tu sais, moi, j'ai vécu le Canadian Open, PGA, puis tout le kit. Oui. Et là, bien évidemment, on s'entend, là, c'est pas le même décorum et tout ça, mais il y a une proximité, il y a une fraternité, tout ça. C'était de voir que lorsqu'il a gagné, il y a des joueurs qui sont restés, même s'ils avaient perdu, ils sont restés parce que c'est des amis. Les gars, ils font des tournois ensemble, ils se côtoient à longueur de semaine et tout ça. Fait que ça a vraiment été un super de bel événement. Puis félicitations à Antoine Jasmin pour son -12. Exceptionnel. Oui, je lui ai dit à la blague, oui. Si je calcule toutes mes birthdays de toutes mes games, j'arrive pas à -12. Et toi, ils sont tous concentrés dans une game. C'est quand même pas pire. C'est ça, exactement. Bon, on va en profiter pour prendre une petite pause musicale, puis on va revenir ensuite où on va parler un petit peu plus du Royal. À tout de suite. Nous sommes de retour à 103% Golf et puis on poursuit avec un regard plus approfondi sur le terrain où se tenait le Duc de Kent, le Royal, près de Québec. Oui, le Royal Québec qui est en réalité, il est à Bois-Châtel, donc à quelques minutes de Québec et tout ça. Et nous, moi j'avais loué un Airbnb à 2 pas, puis c'est histoire drôle, c'est une ancienne église. Okay. Ils ont pris une église puis ils ont transformé ça en condo. Fait on était juste à côté. C'est un club de golf qui est plus vieux que le Canadien de Montréal. Ça a été fondé par John A. Macdonald, qui était le premier ministre de l'époque. C'est le seul club francophone au Canada à porter le titre de Royal. Okay? Parce qu'il y en a 3 autres dans le Canada, puis ce sont tous des clubs anglophones. Donc, honnêtement, là, juste le site, il est à côté des chutes Montmorency. Du terrain, tu peux voir l'île d'Orléans, tu peux voir le fleuve et tout ça. Le spot est quelque chose. Il a été fondé en 1874 par des membres de la communauté d'affaires écossaise québécoise.
C'est le deuxième plus vieux club de golf toujours actif en Amérique du Nord. Le plus vieux, c'est le Royal Montréal, qui a été fondé en 1873. Donc, il y a l'architecte, celui qui l'a conçu, c'est Willie Park Jr., qui a été champion du British Open en 1887 et 1889. On se souvient tous quand on l'a écouté à RDS. Oui, bien sûr, oui. Donc, c'est lui qui a fait le Royal Montréal, le Mount Bruno, le Whitlock, Beaconsfield et tout ça. Donc, tu sais, il a quand même fait quelques trucs. Et le roi George V a donné le préfixe royal du club en 1934. Donc, c'est le 4e club à recevoir cette distinction après le Royal Montréal, le Royal Ottawa et le Royal Colwood. Et ensuite, ben là, on a le Royal Québec. Puis comme je disais, c'est le seul francophone et tout ça. Et puis, qu'est-ce que ça confère au terrain en tant que tel d'avoir l'appellation royale? À part, c'est une marque de prestige. C'est une marque de prestige, tout simplement, de reconnaissance. Oui, c'est ça. Tu sais, quand tu vois un terrain qui s'appelle Royal, tu fais comme, OK, c'est un beau terrain, c'est un terrain de prestige et c'est un terrain de prestige et tout ça. Tu sais, on va vraiment dans toutes les gammes et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que la famille Huot qui est là, c'est une dynastie parce que il y a eu des frères qui étaient Roland, Jules et Rodolphe qui ont été professionnels. Ils ont gagné des championnats au Québec, au Canada et tout ça. Et à partir de 2020, ben, tu as Nicolas Huot qui est le petit-fils de Rodolphe qui devient le professionnel du club. Donc, ça fait 90 ans qu'il y a un Huot qui est pro au Royal. Fait que tu sais, c'est une affaire de famille et tout ça. Parlons du terrain un peu. C'est 2 parcours de championnat. C'est des 18 trous. Tu as le Royal, qui est le parcours original, et tu as le Québec. Donc, ils ont fait le premier 9 en 1959, le deuxième 9 en 1966. C'est entouré de conifères et tout ça. Et lorsqu'on arrive sur le 18e du trou Québec, il y a le clubhouse qui est là, qui est absolument magnifique et tout. La vue, elle est fabuleuse. C'est un club qui est semi-privé, OK? Donc, il y a beaucoup de membres qui sont là. Donc, les départs sont souvent disponibles à partir de 3 heures l'après-midi parce qu'avant ça, on va prioriser les membres. C'est une ambiance de type country club. Je suis allé dîner dans le clubhouse avec mon fils. Et tu sais, détail vraiment banal, on est rentré et quand on est rentré, on est allé s'installer à une table et on est venu m'avertir que j'avais ma casquette. Fait qu'on voit un peu le stade. Mais c'est le fun parce que c'est une autre expérience. Tu as le sentiment de reculer dans le passé. C'est un voyage dans le temps. Oui, puis j'expliquais à mon gars que dans le temps, les terrains de golf, c'était des country clubs. Puis, je veux dire, les messieurs, ils venaient avec leurs femmes, leurs enfants. Il y avait une piscine. Les enfants passaient la journée au country club pendant que les messieurs allaient jouer. Et on a un peu cette ambiance-là qui est là. Donc, tu sais, je ne vous compterai pas de mentir, c'est un terrain qui, à mon sens, vaut la peine de mettre sur une bucket list. Mais tu sais, j'avais regardé, on parle les départs sont à 160$ par personne, plus un kart à 60$ par personne. Donc, aller jouer une ronde, on parle de pas loin de 500$ pour 2 personnes avec des karts. Exact, oui. Mais c'est une expérience. C'est une expérience. Tu t'en vas pas jouer un terrain de golf, tu t'en vas vivre une expérience absolument incroyable. Puis le terrain, es-tu exigeant? Le terrain n'est pas nécessairement exigeant. C'est un terrain qui est, je dirais, stratégique, entre parenthèses, parce que comme il y a beaucoup de conifères, il y a beaucoup d'arbres, mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a des trappes de sable qui sont plus ou moins stratégiques et tout. Ben, tu sais, si on demande à Antoine Jasmin, il va dire que c'est pas un terrain qui est difficile, là. mais ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on a des par 4 de 310 verges. Tu sais, fait que c'est pas c'est pas des grands terrains et tout ça, mais il faut juste le jouer stratégiquement. Et il fait partie du top 100 des plus beaux terrains de golf au monde. C'est important de le dire. Au monde et tout ça. Et donc, c'est tu sais, ils disent que c'est un peu comme un pèlerinage pour les amateurs d'histoire, où est-ce qu'il y a des gens qui disent, tu sais, moi, je vais aller en Écosse ou en Irlande pour voir mais c'est un terrain qui existe depuis 152 ans. Quand tu rentres dans le clubhouse, ben, tu as des trophées, des balles, des bâtons. On dirait un musée de toute l'histoire. D'ailleurs, ils ont fait signer la carte de pointage d'Antoine Jasmin parce qu'elle s'en va.
dans le musée. Dans le musée, parce que c'est un exploit et tout ça. Oui. Donc, pour un amateur de golf, un amateur d'histoire qui veut faire un voyage dans le passé, je dirais ça comme ça, ça vaut la peine de le faire. Puis en plus, on est à 15 minutes du Vieux-Québec. Donc, à mettre sur la liste, je ne l'ai pas joué parce que j'aime passer mon fils pour payer... Non, c'est pas vrai. C'est pas As-tu vrai. joué à Québec? Ouais, ben on est allé jouer un par 3 à Beauport, un petit par 3 très de base. Là. Une question de juste garder la main. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, juste de passer le temps et tout ça. Puis mon fils vient de commencer à jouer. Fait que moi je prône le plaisir dans tout ça. Fait que des par 3, ça pardonne plus. Tandis que si tu amènes quelqu'un qui n'a pas joué puis qui n'est pas capable de frapper très, très loin, puis tu lui dis qu'on a un par 5 de 550 verges, ben je pense pas qu'il va avoir beaucoup de plaisir. Fait que ouais, on est allé jouer un petit par 3. Et on en a profité aussi pour écouter la Coupe du Monde dans le clubhouse. Un beau mélange de sport et tout ça, mais le Royal Québec, c'est pas un terrain que j'irais jouer à toutes les semaines parce que je devrais réhypothéquer. Mais on ne parle même pas d'être membre du club de golf. Là, ça doit être assez dispendieux, ça aussi. Exact. Mais tu sais, mettons pour mon 50e anniversaire, là, de dire je m'en vais une fin de semaine à Québec puis je vais jouer le Royal Québec, ça serait quelque chose que je pourrais mettre sur ma bucket list. Tout à fait. Un terrain absolument magnifique qui fait partie des 100 plus beaux au monde à moins de 2 heures de Montréal. Tout à fait. Fait que ça vaut le détour. Parfait. Donc, on va prendre une autre petite pause musicale et on vous revient tout de suite. Merci d'avoir choisi le FM 103.3. Vous écoutez 103% Golf. On est de retour et pour ce prochain segment, tu vas nous parler de comment un jeune joueur, pourrait accéder à la PGA. Ouais. Ce qui ne paraît pas simple de l'extérieur, mais là, tu vas nous dire exactement pourquoi c'est pas simple. Je vais te le décortiquer étape de millefeuille par étape de millefeuille. Donc, il faut comprendre la réalité du départ. Il y a 125 membres avec la carte complète sur le PGA Tour. Ça va peut-être changer l'année prochaine avec le Track 1, Track 2, mais OK. Il y a environ 2 millions de golfeurs professionnels dans le monde. Donc, tu as 0,006% de chance d'avoir ta carte de la PGA. Déjà, on commence avec ça. C'est un parcours qui est extrêmement difficile. Cependant, un peu comme le hockey, là, on va prendre l'exemple là-dessus. Oui, tu peux jouer dans la Ligue nationale, mais tu peux avoir une super belle carrière en Europe ou tu peux avoir une belle carrière dans la Ligue américaine. Oui, tout à fait. Et tout ça. OK? Donc, c'est quoi la façon la plus simple d'y arriver? Bien, la première chose, c'est via Golf Québec, via Golf Canada, de faire exactement ce qu'Antoine Jasmin est en train de faire. Il est en train de se faire un nom au Québec. Donc, il gagne des tournois amateurs et tout ça. Et il monte au classement parce qu'on a un classement amateur. Et suite à ça, ce qu'on veut, c'est le circuit universitaire américain, la NCAA. C'est la porte d'entrée la plus fréquente pour les Canadiens parce qu'il y a des bourses complètes qui sont offertes par des universités américaines. C'est-à-dire, tu t'en viens chez nous pendant 4 ans et tu vas jouer au golf avec parmi les meilleurs au monde. Donc, il y a des programmes de Division 1 comme Oklahoma, Auburn, Stanford, Vanderbilt. Exemple, Étienne Papineau, qui est dans le PGA Tours America, il a fait Louisiana State. Joey Savoie, il a fait Middle Tennessee. Je crois qu'Antoine Jasmin s'en va à Oregon. OK. Fait que c'est vraiment ça parce que ça te donne 4 ans de développement, de coaching, de compétition élite. Parce que quand tu es universitaire, tu compétitionnes, oui, contre des universités, mais tu compétitionnes aussi contre tes teammates. Oui. Parce que si vous êtes 8 dans l'équipe, vous dites, on a un prochain tournoi, il y en a 4 qui vont le faire, bien, ils font une compétition à l'interne, puis disent les 4 qui gagnent le tournoi. Fait qu'il y a déjà une préparation mentale de jouer de façon compétitive et tout ça. Et bien, on se compte pas de mentir non plus au niveau de la météo. Ben, quand tu es à Tennessee, tu peux jouer à l'année. Quand tu es en Floride, tu peux jouer à l'année. Quand tu es au Québec, tu peux jouer 5-6 mois par année, puis that's it. Et l'autre aspect, c'est que les terrains ne sont pas du tout les mêmes. Tu sais, on parle souvent du gazon Bermuda là, qui est
rough, donc l'herbe longue, Oui, j'essaie de trouver ça, le terme, hein? Une herbe longue qui est impardonnable. Là. Je veux dire, tu laisses tomber ça, mais si tu as toujours joué au Québec, dans de l'herbe longue québécoise qui fait que ta balle, elle sort de moitié puis que tu es capable de jouer ton coup pareil. Fait que de pouvoir travailler, de jouer sur des terrains qui sont très similaires aux conditions que tu vas avoir dans la PG, ça peut t'aider. Ensuite de ça, ben, lorsque tu as terminé ton NCAA, tu peux faire le PGA Tour University. OK? Fait que ça, c'est des tournois, donc pour les finissants. Les 5 premiers du classement du PGA Tour University, ils passent directement dans le Korn Ferry. Oui. Et le 6 à 10, ils obtiennent leur carte pour le PGA Tours of America. Et le 11e à 25, ils reçoivent une exemption pour quelques tournois du PGA Tours America. Et là, ils doivent gagner ces tournois-là pour être capables d'avancer. Bonjour la pression. Bonjour la pression. Et là, on commence déjà avec ça. Bon. Le PGA Tours of America, on en a déjà parlé parce qu'on a Joey Savoie et Étienne Papineau qui sont dans le PGA Tours of America. Donc, c'est un circuit de développement qui est panaméricain. Fait que c'est Amérique du Nord et Amérique du Sud. Il y a 15 tournois en 2026 dans 9 pays. C'est le début du chemin professionnel classique. Le top 10 de fin de saison monte dans le Korn Ferry Tour. Donc, c'est vraiment la première étape du millefeuille professionnel. Là, c'est le PGA Tours of America. Lorsque j'ai gagné ça, ben là, je m'en vais dans le Korn Ferry. Mm-hmm. Et dans le Korn Ferry, ben, il faut que je finisse dans le top 20 pour être capable ensuite de monter au niveau de la PGA. Mais j'ai aussi le Q-School que je pourrais faire. Fait que tu vois qu'il y a plusieurs... Le Q-School, c'est des tournois de qualification annuels où est-ce que tu peux t'inscrire et... Dans le fond, c'est comme un tournoi à part qui peut te permettre de bypasser le système. Donc, tu as des pré-qualifications, tu as étape 1, étape 2, étape 3, bien évidemment, avec élimination. Mm-hmm. Le top 5 gagne sa carte directe pour le PGA. Les positions 6 à 45 s'en vont dans le Korn Ferry. Tout le reste tombe dans le PGA Tours of America. Okay. Fait que tu vois qu'il y a un autre chemin qui est possible et tout ça. Et... après ça, ben on en a parlé en début d'émission, le DP World Tour, qui est le circuit européen qui a fait une alliance stratégique avec la PGA. Et si tu termines dans le top 10 du DP World Tour, ben tu reçois ta carte du PGA et tu peux ensuite traverser. C'est ça. Fait que tu vois qu'il y a comme ben des chemins et tout ça. Là, oui. Mais il y en a d'autres. Tu peux faire le circuit japonais. Okay? Oui. Qui peut te permettre de faire ça. On a le Sunshine Tour, qui est en Afrique du Sud. Michael Hollick a passé par là pour rentrer dans le DP World Tour. On a le PGA Tours of Australasia. Okay. Fait que c'est l'Australie, l'Asie et tout ça. Et on a le Challenge Tour européen, qui est l'équivalent du Korn Ferry, mais pour le DP World Tour. Okay? Donc, on voit un peu tout ça. Fait que tout ça, c'est comme une espèce d'effet entonnoir de dire que peu importe où est-ce que tu vas, mais le chemin le plus standard, c'est je fais partie de l'élite de Golf Québec, j'ai un bon classement amateur, j'ai réussi à obtenir une bourse universitaire et à partir de la bourse universitaire, c'est de dire est-ce que je réussis à rentrer dans le Korn Ferry ou le Q-School ou le PGA of Americas et tout ça. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que lorsque je faisais des recherches là-dessus, bien, le coût d'un parcours d'amateur élite, là, on parle de entre 100 et 300 000 $ par année. Fait que, tu sais, l'intérêt... C'était ma prochaine question. Ouais. Parce que si tu vas étudier, tu as une bourse, tu joues pendant 4 ans sur le dos de la bourse. Mais à partir du moment où est-ce que tu commences à jouer dans le PGA Tour of Americas ou ben, dans n'importe quel autre, tu es responsable de toutes tes dépenses. Là. C'est de ta poche, mon ami. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, à ce moment-là, excuse-moi de t'interrompre, mais je me dis, c'est comme... ces gens-là n'ont pas de commanditaire encore, ils commencent. Il n'y a personne qui paye la facture pour eux autres. Ben, tu sais, souvent, puis c'est là qu'on dit que le sport du golf est un sport qui n'est pas un sport de classe moyenne. Mm-hmm. C'est que très souvent, c'est les parents. Donc, les parents vont assumer une bonne partie des dépenses. Il va y avoir des commanditaires. On va avoir Golf Canada qui va aider dans une certaine mesure. Mais ça prend des
ça prend des poches profondes et un réel désir en prenant en considération que 0,006% des gens vont réussir à passer. Fait que, il y a quand même... et là, il commence à avoir des tournois un petit peu plus séparés, si tu veux. Là, il y a certaines organisations qui commencent à faire des tournois et tout ça. Mais normalement, le calendrier réaliste, là, ben, tu sais, c'est de 14 à 20 ans, si tu fais des compétitions provinciales, des camps et tout ça. De 20 à 22, 23, 24, NCAA. À partir de 24, c'est PGA Tours of America jusqu'à 25, 30. Et là, tu essaies de rentrer dans le Korn Ferry. Et Korn Ferry ou PGA, tout dépendant. Mais là, on parle de... Tu sais, on parle pas de superstar. Là. Tu sais, on parle pas de Tiger Woods de ce monde ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des exceptions qui confirment la règle aussi. Là, ben, tu sais, l'exemple qu'on a, c'est un Joey Savoie qui est rendu à 31 ans, qui est en ce moment 5e au classement de PGA Americas. Ben là, si la saison se terminait maintenant, il y a sa carte du Korn Ferry. Mm-hmm. Mais là, il rentre dans le Korn Ferry. Il est dernier dans le Korn Ferry. Là, il faut qu'il gagne le Korn Ferry pour pouvoir rentrer dans la PGA. Tout à fait. Ou peut-être d'aller dans le DP World Tour ou quoi que ce soit. Mais d'un côté, c'est extrêmement difficile. Puis de l'autre côté, une fin de semaine où est-ce que tout va bien peut changer ta vie. Puis on l'a vu avec Michael Lalick ou on l'a vu avec un Alex Fitzpatrick il y a de cela quelques mois quand il a gagné le Zurich Classic avec son frère. Donc, c'est vraiment le chemin de dire, tu performes au Québec, tu vas chercher une bourse, NCAA, et ensuite de ça, ben, tu travailles très fort pour aller chercher tes performances. Et comme on disait, l'avantage de NCAA, c'est que t'es bourse, logé, nourri, entraîné, tout ça. Donc, pour l'athlète et pour le parent. Oui, ils sont vraiment comme dans un milieu protégé là, pendant 4 ans. Là, ben, ce que je trouve le fun de cette démarche-là, c'est que ça démocratise le sport un peu. Mm-hmm. Un jeune qui n'a pas nécessairement des moyens, qui n'a pas des parents qui ont 100, 200 000 à mettre dans mais qui a un talent confirmé. Qui a un talent, pourrait aller à l'université et avoir les mêmes chances que tout le monde. C'est pour ça que je trouve ça fort intéressant comme parcours. Puis on s'entend, pour n'importe quel sport professionnel, les gens qui réussissent à percer, c'est, entre guillemets, un peu des mutants parce que ils ont, génétiquement, ils ont tous les attributs physiques nécessaires, puis ils ont une façon de penser qui fait que, parce que le golf, c'est physique, mais c'est extrêmement mental. Fait que ça prend une concentration, une capacité de se dédier complètement au moment présent pour être capable de performer. Puis ça, c'est pas ouvert à tout le monde. Ah non, c'est des athlètes mentales et physiques hors normes, mais puis moi, l'aspect que je trouve le plus difficile là-dedans, c'est que, tu sais, on est tous des travailleurs et travailleuses où est-ce qu'on doit rentrer un salaire pour être capable de payer les comptes et tout ça. Mais j'ose... Tu sais, imagine, OK, on va faire un scénario, là, que la qualité du show de radio qu'on fait va dicter la paye qu'on va avoir. Fait qu'on finit le show et on fait comme moi, c'était pas super bon. Je me sens enfargé sur herbe longue. Ouais. Fait que pas d'argent. La pression n'est pas la même. Là. Tu fais pas l'émission de la même façon. Fait que c'est ça que je trouve fascinant. Un Joey Savoie qui est parti pratiquement 40 semaines par année, puis lui, il n'est pas capable de faire un budget. Là. Tu sais, parce que son budget... Parce qu'il n'est jamais sûr de qu'est-ce qu'il va gagner. Je fais-tu de l'argent cette semaine? J'en fais pas. J'en fais-tu? J'en fais pas. C'est une pression incroyable. Ce qui fait... qu'un Michael Lalick, après quelques temps, a dit « Hey, sais-tu quoi? Moi, je suis plus capable. Moi, de vivre de tournoi en tournoi puis d'avoir la responsabilité familiale. » Puis, tu sais, la majorité du temps, puis c'est ce qui arrive. Là, puis c'est une statistique non véridique que je fais là, mais tu regarderas, là, et la grande majorité des joueurs de la PGA ont commencé à avoir une vie amoureuse et des enfants dans la PGA. Très peu ont commencé avant. Non, c'est pas possible. Parce qu'ils sont comme, non, je sais pas combien je vais faire cette année. Je vais pas commencer à avoir une famille puis des enfants puis tout le kit. C'est de dire, c'est moi tout seul ou avec ma blonde, puis je suis dans l'avion 40 semaines. Puis si on n'a pas d'argent, ben on mangera des toasts puis du beurre, puis c'est pas grave s'il n'y a pas de beurre. Là. Oui, fait que, mais c'est une réalité. Fait que c'est un sacrifice incroyable. Puis tu sais, puis je le disais tantôt, tu commences à...
10, 12, 13, 14 ans à faire des compétitions provinciales et tu en as peut-être jusqu'à 30 ans avant d'atteindre le sommet. Fait que là, on parle de 18 ans de stress, de grind, de ci, de ça. Donc, énormément de respect pour ces joueurs qui se dédient corps et âme et famille et santé et tout à ce sport. Oui, effectivement. C'est un bon point pour prendre une petite pause. On va écouter un petit peu de musique puis on vous revient avec la conclusion de 103% Golf. Merci d'être là encore une fois cette semaine. Nous sommes de retour. C'est le moment, malheureusement, d'arriver à la conclusion de 103% Golf pour cet épisode. Alors, on a encore fait un épisode avec beaucoup d'informations. Donc, on a parlé de ce qui s'est passé dans la PGA, le DP World Tour, et puis du terrain de golf, le Royal Québec. Et puis, qu'est-ce qui nous attend pour la semaine prochaine? Gros week-end dans le monde du golf. La PGA est en Écosse, la LPGA est en France, et le PGA Tours America est au Nouveau-Brunswick. Je trouvais ça drôle de dire dans cette phrase-là. Donc, le PGA Tour, c'est le Genesis Scottish Open qui est au Renaissance Club à North Birtwick en Écosse. Cette fois, j'ai validé, c'est vraiment en Écosse. Tu te souviens, en début de saison, on a parlé de Dublin. Oui. Donc, c'est un événement qui est co-sanctionné par la PGA et le DP World Tour. Fait que c'est un événement commun. Bourse de 9 millions. Il y a de l'argent qui va être ça. Le Renaissance Club, c'est un ligne classique avec sur le bord de la mer du Nord, donc c'est venteux, puis il y a de la broussaille et tout ça. Fait que c'est un parcours qui est quand même assez difficile. Chris Gotterup est le champion défendant qui vient de gagner le John Deere Classic. Donc, on va avoir Rory McIlroy, Xander Schauffele, Tommy Fleetwood, Scotty Scheffler. Ils sont tous là. OK? Fait que ça va être le fun. Et là, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que Gotterup il peut gagner 2 semaines consécutives et défendre son titre? Ça va être intéressant. Ben oui. Est-ce que Michael Holick, qui vient de gagner le DP World Tour et qui a eu son accès, est-ce qu'il va bien performer face à des joueurs de la PGA? C'est quand même ironique de dire que ce gars-là, il y a 2 semaines, il se disait, je sais pas si j'ai fait une bonne chose de revenir dans le DP World Tour. 2 semaines plus tard, il va peut-être jouer avec Rory McIlroy. Oui, quand même. Et après ça, on va regarder aussi ce qui va se passer avec Scheffler. Parce que Scheffler a eu de grandes rondes, il a joué des prolongations, tout le kit. Et le US Open, le Travelers et tout ça, comment ça va se passer pour lui? Est-ce qu'il va réussir à gagner un titre qu'il n'a pas gagné depuis plusieurs... C'est un peu difficile là, pour lui. Ben, tu sais, un peu difficile. Je regardais ses bourses, là, je veux dire, il a fait pratiquement 30 millions depuis le début de la saison, mais il n'a pas gagné. Non, c'est ça. Puis l'année passée, il raflait presque tous les titres. Ouais. J'avais l'impression que les joueurs arrivaient sur le terrain puis fait Scotty là. Si je finis 2e, j'ai gagné. Oui, parce que Scotty est en avant. Mais là, en ce moment, c'est pas le cas et tout ça. Ensuite de ça, dans la LPGA, on a l'Amundi Evian Championship à Évian-les-Bains en France. Donc, c'est le seul majeur en Europe pour la LPGA. C'est le dernier majeur de la saison de la LPGA. Ça va être Grace Kim, qui est championne en titre, qui va défendre son titre et tout ça. Donc, est-ce que Nelly Corda, qui est la numéro 1 mondiale, va être capable de gagner le tournoi qui serait son 3e majeur? Et malheureusement, Maude Aimée Leblanc, la Québécoise, n'a pas été exemptée pour ça. Donc, elle ne fait pas le tournoi et tout. Mais moi, personnellement, ce que je vais regarder, c'est le PGA Tours America. C'est le Explore NB Open. Donc, c'est en fin de semaine à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, au Mactaquac Golf Course. Donc, c'est quand même intéressant parce que c'est le coup d'envoi de la portion canadienne du calendrier du PGA Tours of America. Les 6 prochains tournois sont en sol canadien. OK? Fait que... On se rappelle que les 10 premiers au classement de la Fortinet Cup, ils vont obtenir leur carte pour le Korn Ferry. Et on va suivre Joey Savoie et Étienne Papineau pour 2 raisons. Joey Savoie, il est 5e au classement, donc après sa victoire en Équateur en début de saison. Et Étienne Papineau, il est 19e au classement, mais il a fini 2e au Inter Rapidissimo Golf Championship en Colombie il y a de cela quelques semaines. Donc, est-ce qu'il va continuer sur sur son momentum et tout ça, parce que de gagner un tournoi peut te ramener dans le top 10 en claquant des doigts comme ça. Donc, on va suivre ça pour ça. Et bien évidemment, la semaine prochaine, je vais être capable de vous donner les résultats du Alexandre de Tunis. Est-ce que Antoine Jasmin va continuer son... Est-ce qu'Antoine Jasmin va continuer son parcours? Et on aura aussi le tournoi amateur masculin qui est à Saint-Gédéon en ce moment. C'était Alexis Rouleau
qui a gagné, qui a représenté le Canada au tournoi Next Gen au Japon il y a de cela quelques semaines. Le Canada a fini 2e. Donc, Alexis Rouleau qui était en tête à l'heure de l'enregistrement, de savoir est-ce qu'il aura gagné le tournoi amateur masculin. On va tout couvrir ça la semaine prochaine. Donc, encore un gros show la semaine prochaine. Oui. Je te dis ça tout de suite, mon Steph. En masse de stock pour nous tenir en haleine pendant une semaine. Donc, merci d'avoir choisi d'écouter 103% Golf. On va être de retour la semaine prochaine. D'ici là, on vous souhaite une excellente semaine. Profitez de la température. On a le soleil, on a la chaleur et puis ça fait assez longtemps qu'on l'attend. Profitez-en bien. Profitez-en bien. À bientôt. FM 103.3